Tout d'abord, on appelle roman antique trois ouvrages composés au XIIe siècle, le roman de Thèbes, le roman de Troie et le roman d'Énéas. Mais une partie de la critique ajoute généralement à cette triade deux autres ouvrages qui sont les romans d'Alexandre, qui narrent donc les aventures et les conquêtes d'Alexandre le Grand, et qui sont écrits par Alexandre de Paris et Thomas de Quinte à la fin du siècle. Alors le roman de Thèbes reprend la Thébaïde de Stas et raconte l'histoire des deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui en fait se font la guerre pour l'héritage du royaume paternel. Pour poser rapidement le décor, Oedipe déclare que ses fils doivent régner alternativement chaque année sur Thèbes. Éthéocle, qui est l'aîné, prend donc la première année, mais évidemment, à la fin de cette année, il refuse de céder son trône à Polynice. Polynice part donc à la recherche d'aide afin de reprendre par la force le trône qui lui revient de Troie. Il part donc en Grèce. Le roman d'Énéas adapte l'Énéide de Virgile et narre les aventures d'Énéas qui fuit Troie et qui sera l'ascendant du fondateur de Rome d'après la légende. Le roman de Troie raconte la guerre de Troie qui a mené à la chute de la ville. Je parle indifféremment de lecteurs et d'auditeurs, de manière tout à fait indifférenciée dans cette étude, car il faut bien se représenter qu'au Moyen-Âge, le roman n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. À cette époque du XIIe siècle, donc, on ne lit que très peu pour soi-même. En revanche, on récite, on lit à voix haute, et on sait que ces romans antiques ont été lus devant le public. Le genre du roman tel qu'on le connaît aujourd'hui est né avec le roman de Thèbes, qui est en fait le premier ouvrage écrit en langue romane, donc d'où le terme de roman, qui est un écrit long, écrit en vers, et dans lequel le terme de roman apparaît pour désigner l'écrit. On trouve également le terme d'histoire et de geste pour désigner cet ouvrage. La frontière est donc assez mince entre l'écriture de l'histoire, l'écriture romanesque fictive qu'on connaît encore aujourd'hui, et puis la geste, c'est-à-dire la chanson de geste, qui était l'équivalent d'un genre littéraire précédent le XIIe siècle et qui était chanté par des jongleurs. En revanche, les romans, eux, n'étaient pas chantés par des jongleurs. Par contre, comme dans ces chansons de gestes, il y a de nombreuses marques d'oralité qui témoignent d'une volonté des clercs, qui ont écrit ces romans, d'établir un contact avec leurs lecteurs, qui sont tous des nobles. La première de ces marques d'oralité, c'est l'apostrophe à l'auditoire, par des formules qui sont reprises directement de ces chansons de gestes, comme par exemple les fameux « oyez » qu'on a entendu dans l'extrait par exemple, ou « écoutez »,« veillez »,« or écoutez ». Par exemple, dans le roman de Troie, on peut lire « Oyez que l'histoire en retrait, écoutez ce qu'en dit l'histoire ». Chez Alexandre de Paris, « Or entendez, Seigneur, que cette histoire dit. Écoutez maintenant, Seigneur, ce que dit cette histoire. » Ces formules permettent de maintenir l'attention du lecteur et, si besoin est, tout simplement de la relancer, puisque ces romans sont des ouvrages très longs. Pour vous donner un ordre d'idée, le roman de Thèbes, c'est 11 969 vers. Le roman écrit par Alexandre de Paris, c'est 16 000 vers. Et puis le roman de Troie, là, c'est 30 000 vers. Ces formules permettent donc, en interagissant avec celui qui écoute ou qui lit, de le prendre à partie, mais aussi d'éviter qu'il s'ennuie. Pour cela, les auteurs mettent tous en place des dialogues avec le lecteur. Il y a un je qui parle à un tu et parfois même à un vous. Par exemple, Benoît de Sainte-Maure écrit « L'œuvre et la chanson vous est dite, si comme je l'ai trouvée écrite ». On traduit « Je vous ai dit l'œuvre et la chanson telle que je l'ai trouvée écrite ». Ces procédés permettent d'inclure l'auditeur ou le lecteur dans la narration. Afin de renforcer encore cette proximité avec le lecteur, le narrateur utilise parfois la deuxième personne du pluriel. Dans le roman d'Alexandre de Paris, on lit « Or devons à l'histoire d'Alexandre venir. Nous devons à présent en venir à l'histoire d'Alexandre. » Et chez Benoît de Sainte-Maure, on lit « Si comme l'histoire nous retrait très souvent », ce qui veut dire « Si comme l'histoire nous l'apprend, etc. » Le nous a ici valeur de jeu. Plus étrange, certains narrateurs emploient la troisième personne du singulier pour s'adresser au destinataire. C'est particulièrement le cas de Benoît de Sainte-Maure, qui écrit « Venez, qui l'histoire dite », et ce, assez régulièrement aussi. Donc, Benoît qui raconte l'histoire. À propos de cette histoire, Benoît de Sainte-Maure écrit encore « Mais venez de Sainte-Maure la contrôler, fait et dit.
et haut sa main les mots écrits. Benoît de Sainte-Maure l'a trouvé, fabriqué et dit, et a écrit les mots de sa main. Si en littérature un dialogue est toujours fictif, dans ce cas présent, l'auteur revendique cette notion de fiction en mettant en scène un véritable personnage de l'auteur. Il y a donc une vraie mise en scène de soi, ce qu'on appelle en littérature l'éthos, que l'auteur se forge afin d'établir un contact avec son public. Vous pouvez voir sur le diaporama deux illustrations qui représentent à gauche Benoît de Sainte-Maure en train de lire, peut-être de composer son ouvrage, et puis à droite, Benoît de Sainte-Maure entouré de son public. Or, le premier moyen de créer cet éthos pour le narrateur, c'est de se faire un nom. Benoît de Sainte-Maure se nomme donc au moins 4 fois dans son texte, ce qui est beaucoup pour l'époque médiévale, puisque je rappelle que la notion d'auteur telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle se développe avec le XVIe siècle. Thomas d'Aquin se nomme aussi dans son roman. Il écrit, qui mon nom demande, Thomas et nom de Kent. Inutile de traduire ici. Dans le cas d'Alexandre de Paris, c'est un petit peu plus compliqué, car Alexandre de Paris se nomme à plusieurs reprises, certes, mais de manière différente. Tantôt, il se nomme Alexandre de Paris, tantôt encore de Bernay. Donc l'auteur fictif, appelons-le Alexandre de Paris, fait une apparition fulgurante à la toute fin de son récit, alors que s'achèvent les aventures d'Alexandre le Grand, que ce dernier vient de mourir. L'auteur écrit « Voilà ce que raconte Alexandre de Bernay, Berleur, à qui le destin ne fut jamais favorable, un jour blanc, l'autre noir et amer. » En achevant ainsi son roman, le narrateur met l'accent sur son travail d'auteur-compositeur. Il met en scène le personnage d'auteur. Cette anecdote permet de dire des choses sur les conditions des auteurs de l'époque, et c'est peut-être une manière, en dénonçant la précarité, de tenter d'y remédier. En l'écrivant, Alexandre de Paris espère vraisemblablement que le destinataire de l'ouvrage, le riche lecteur qui en prendra connaissance, lui sera clément et peut-être lui accordera son mécénat. L'auteur semble donc espérer une réaction positive à la fin de la lecture de son roman. Selon Roland Barthes, dont vous voyez également un extrait sur la diapositive, le choix de la troisième personne peut s'expliquer par le fait que le « il » est une convention type du roman. Il signale et accomplit le fait romanesque. Sans la troisième personne, il y a impuissance à atteindre au roman, ou volonté de le détruire. Le « il » manifeste formellement le mythe. L'usage de cette troisième personne devient donc un véritable outil romanesque, au service de l'autoreprésentation, assurant ainsi la sécurité d'une fabulation crédible et pourtant sans cesse manifestée comme fausse. Mais deux auteurs restent anonymes. Il s'agit de l'auteur de l'Énéas et de l'auteur du roman de Thèbes. C'est peut-être pour eux une manière de se protéger en tant que personne. Auteur concret, dirait Gérard Renette. Car les romans antiques portent un discours social, religieux, mais surtout politique. Peut-être existait-il une appréhension due aux potentielles réactions des lecteurs-auditeurs qui ont pris connaissance des textes, puisque les destinataires de ces derniers étaient, je le rappelle, des rois, des princes et des nobles. Ainsi, toute la deuxième partie du roman de Thèbes s'articule autour de la question épineuse de la justice, de la mise à mort et du pardon. Dans cette partie du récit, Polynice a fait prisonnier un jeune homme, dont le père, qui s'appelle Derlurou, est l'un des vassaux d'Éthéocle. Polynice relâche le jeune homme sur sa seule promesse qu'il tentera de convaincre son père de rallier les troupes de Polynice. Or, Derlurou va trouver Éthéocle pour lui exposer la situation, mais ce dernier va entrer dans une fureur noire, l'insulter et même le frapper. Décidant alors que par ce geste, il n'a plus à être loyal envers Éthéocle, Derlurou va effectivement rallier les troupes de Polynice. Éthéocle réunit alors son conseil, comme cela se faisait beaucoup au Moyen-Âge, et surtout dans le roman, afin de décider de la sentence à appliquer à Derlurou pour ce qu'il juge comme étant une trahison. Or, le conseil décide d'acquitter Derlurou, mais Éthéocle, furieux, va quand même le condamner à mort et passer outre cette décision de justice. Finalement, Derlurou ne sera épargné que parce qu'Éthéocle va tomber amoureux de sa fille, et donc va tenter de la séduire.
Le récit dénonce donc la toute-puissance et l'autorité du roi à une époque où les mises à mort commencent à inquiéter parce qu'elles se font de moins en moins rares. En effet, le Moyen-Âge avant la fin du XIIe siècle ne mettait que peu avant, d'après les études de Claude Govard. L'auteur tient donc un discours politique en attestant qu'Étéocle a tort, tandis que Polynice a droit, pour citer le texte. On peut se demander si l'anonymat du clerc qui a écrit le roman ne tient pas aussi en partie à ce discours. S'adresser aux puissants peut s'avérer risqué. Au contraire d'Étéocle, l'auteur donne aussi à voir ce qui est pour lui un bon roi, avec deux personnages qui sont Adraste, un grec, et puis le roi Lycure, que vous pouvez voir sur la diapositive. Sur cette image, vous pouvez voir donc le roi Lycure couronné en train de donner son pardon à Isiphile. Isiphile, c'était la nourrice de son fils, qui s'appelle Archémore, qui a été tué par un serpent dragon alors qu'elle l'avait abandonné dans un verger pour guider les Grecs jusqu'à un cours d'eau. La sagesse royale est donc illustrée, et le pardon est tenu pour une qualité essentielle du roi dans ce roman qui, rappelons-le, est composé par un clerc, un homme d'église. Or, le pardon est bien une qualité essentielle pour le chrétien. Ces romans antiques ont donc pour vocation d'être des miroirs des princes, de donner à voir et à comprendre par l'exemple, mais surtout par le contre-exemple. C'est pourquoi les narrateurs n'hésitent pas à donner leurs avis, à juger les personnages, leurs actions, leurs comportements. Par exemple, le narrateur du roman de Thèbes vient poser un jugement sur la manière de faire la guerre, et puis sur la guerre elle-même, puisqu'il va régulièrement venir demander au lecteur « mais c'est au que chaud, mais à quoi bon ?» Par exemple, lorsque les Grecs remportent une bataille, lorsque certains personnages vont amasser du butin, ou encore lorsque Parthénopée, qui est l'un des chevaliers les plus illustres du roman, accomplit des hauts faits. Pour interagir avec la société dont il dénonce les guerres, les travers et les mœurs, l'auteur du roman médiéval utilise la fiction. Il tend ainsi à cette société un miroir d'elle-même et lui montre ses failles et ses défauts. Les interactions humaines et sociales sont représentées avec une relative fidélité, puisque si les auteurs traduisent tous des ouvrages antiques, comme je l'ai dit, ils interprètent et adaptent les histoires à leur époque. Ainsi, tous ces romans donnent à voir des chevaliers en armes, portant le aume et la côte de maille, brandissant l'épée et tenant un écu. Ces romans illustrent également le lien vassalique entre un seigneur et ses sujets et rendent compte de la pensée courtoise qui naît au XIIe siècle. Ainsi, les chevaliers courtisent de belles dames et les deux parties sont tourmentées par l'amour, en partie dans le roman d'Énéas, où les personnages, notamment de Lavigne et d'Énéas, se livrent à de très longs monologues amoureux pendant leurs insomnies. Le but principal des auteurs, c'est de plaire en même temps qu'ils instruisent. C'est d'ailleurs ce qui est revendiqué dans les prologues du roman de Troie, dans ceux de Thomas de Quinte et d'Alexandre de Paris, et surtout dans celui de Thèbes, dont je vous lis un extrait en français, qui figure également sur le diaporama. Celui qui est sage ne doit pas le cacher, mais doit au contraire montrer son savoir, pour que, quand il aura quitté ce monde, on se souvienne toujours de lui. Qu'ils se taisent tous, ceux de ma profession, s'ils ne sont clercs ou chevaliers. Ils sont tout aussi capables de m'écouter qu'en âme de jouer de la harpe. Il y a donc une critique avec cette image ridicule de l'âne qui joue de la harpe. Ces romans ne s'adressent pas à n'importe qui. Ils sont destinés aux puissants, aux riches, à la royauté, et doivent leur faire passer un message, les élever moralement. Le livre a donc pour but d'être lu et entendu au sens médiéval de ce terme qui veut dire comprendre. Il délivre un enseignement que le destinataire doit chercher à comprendre. Et il s'agit encore une fois de rendre le lecteur actif dans sa réception de ces romans. De fait, Benoît de Sainte-Maure a fréquenté les puissants de son temps. Dans son roman de Troie, il fait d'ailleurs une référence à Aliénor d'Aquitaine, comme l'a établi la critique. Les chercheurs s'accordent à reconnaître Aliénor derrière la femme exceptionnelle que décrit l'auteur au sein d'une tirade très misogyne qui aurait tout à fait pu blesser Aliénor d'Aquitaine, qui à l'époque était quand même la principale mécène des artistes et des auteurs, en France comme en Angleterre d'ailleurs. De plus, c'est Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre et époux d'Aliénor d'Aquitaine, qui va commander à Benoît de Sainte-Maure un ouvrage intitulé « La chronique des ducs de Normandie ».
Donc les interactions entre auteur, commanditaire et puis destinataire, même si commanditaire et destinataire ne sont pas toujours les mêmes au Moyen-Âge, sont avérées. On sait que Benoît de Sainte-Maure a eu des contacts avec la royauté, que celle-ci avait lu ses œuvres et visiblement qu'elle les avait assez appréciées pour en commander d'autres. De plus, la réception de ces romans a été positive, en tout cas assez pour qu'ils nous parviennent encore aujourd'hui. Il y a eu de nombreuses copies de ces récits à une époque où le livre était un objet de luxe, coûtait cher et était relativement rare. Le fait que des versions proviennent aussi de diverses aires géographiques témoigne encore de leur succès, puisqu'on trouve des versions de ces textes françaises, mais aussi flamandes, anglaises ou encore italiennes. Il y a donc eu des interactions entre les monastères qui ont permis au livre et puis à ses copies de voyager et d'avoir du succès. Vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran une image tirée d'un manuscrit du roman d'Alexandre écrit par Alexandre de Paris qui date du XVe siècle, soit plusieurs siècles après la composition du récit initial. Les versions de ces romans diffèrent aussi parfois sensiblement. Le roman de Thèbes, par exemple, connaît d'importants remaniements entre la version la plus ancienne et puis les versions postérieures. Dans l'ancienne version, c'est Capané qui terrasse le serpent dragon qui a tué Archémon, tandis que dans d'autres versions, il s'agit du chevalier Parthénopée que j'ai déjà mentionné. D'autres épisodes sont abrégés ou ajoutés, et ces différences, qui tiennent à divers paramètres, peuvent aussi être expliquées, au moins en partie, par le fait qu'il n'y a pas un auteur, mais plusieurs de ces textes. En effet, le copiste, qui est celui qui recopie le texte au Moyen-Âge, est le premier lecteur du texte, mais il peut aussi l'influencer. Il peut le remanier, soit intentionnellement, soit inconsciemment, s'il commet des erreurs ou des contresens, par exemple. Le copiste peut donc faire preuve d'interprétation quand il recopie son texte. C'est lui qui appose sa signature dans le manuscrit et non l'auteur. Par exemple, le manuscrit de la BNF qu'on appelle français numéro 60, qui compile les 3 romans antiques, est écrit à 3 mains, les trois copistes ayant apposé chacun leur signature en bas de page. Le livre en tant qu'objet physique est donc un média qui véhicule le savoir entre plusieurs personnes appartenant à différentes strates sociales, de l'auteur lettré et savant qui compose le texte aux riches destinataires, en passant par les mains des moines copistes, des dessinateurs et puis des enlumineurs. Pour conclure, les premiers romans français, s'ils sont tous des fictions, illustrent l'évolution des mœurs de la société médiévale du XIIe siècle, au moins en partie, et rendent particulièrement bien compte des interactions entre les différentes strates de la société. Ainsi, le roman s'adresse à une élite et cherche à transmettre un savoir qui est multiple. Tantôt, l'auteur effectue une digression scientifique, comme lorsque Thomas de Quinte décrit la manière dont les huîtres forment leur penne. Tantôt, il détaille l'embaumement des cadavres. Tantôt encore, il rend compte de la misogynie contemporaine, à l'exemple donc de Benoît de Sainte-Maure, qui écrit de longs passages à propos de l'aspect inconstant et volage de la femme. Les interactions sociales sont illustrées avec une relative fidélité et les auteurs tentent, grâce à leurs romans, d'établir un contact avec leurs lecteurs afin de les amener à réfléchir sur eux-mêmes et sur le rapport qu'ils entretiennent avec les autres et dans leur société. Le roman devient donc un outil de communication à destination des princes et des rois. Je vous remercie.